Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors très heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui, on va reprendre la suite, les leçons, le débriefing du podcast enregistré avec Lisa Azuelos, réalisatrice et romancière, scénariste, productrice bien évidemment. Et je ne sais pas si vous avez vu LOL, si vous avez vu Dalida ou encore d'autres œuvres qu'elle a pu écrire, filmer. Je vous invite fortement à aller les regarder. Et on va commencer par revenir évidemment sur quelques messages qu'elle nous a délivrés, mais juste avant, je vous donne comme d'habitude quelques citations qui moi m'ont fait écho, ou m'ont dit des choses à travers ces textes, à travers ces images, à travers la poésie aussi de la rencontre. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront, nous disait René Char. Et voilà, c'est une phrase qui m'habite au quotidien. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. René Char, le poète de la liberté. Et puis du combat, du résistant qu'il a été. Je propose une phrase du Dalai Lama qui nous dit « Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel, nous disait le Dalai Lama. Et une phrase de Goethe pour finir « Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Veux-tu vivre heureux ? Alors, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. » Eh bien, ces trois citations vont nous porter durant cette traversée que nous ferons ensemble. Et dans cet épisode, je vais vous parler du don, de la générosité, de la capacité à recevoir, qui était peut-être une de ces difficultés pour Lisa, de la nécessité de se libérer d'en vouloir aux autres ou au monde. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de difficultés à nous libérer de notre rancœur quand ça a été difficile pour nous dans la vie? Et ce qui nous empêche de rester sur notre chemin de vie, les trois énergies qui nous font dérailler, une fois qu'on comprend comment elles fonctionnent, eh bien, on peut se prémunir et mieux comprendre comment rester sur notre chemin de vie plutôt que de s'en écarter sans s'en rendre compte ou bien lutter contre nous. Et puis j'ai envie de vous parler de nos grandes responsabilités. Quelles étaient ces grandes responsabilités, notamment pour Lisa, c'était sa famille, mais pas seulement. Peut-être le message qu'elle a passé en tant qu'artiste, cinéaste. Et le dernier point, c'était d'embrasser conjointement le subtil et l'action, comme dans le yin-yang qu'elle nous propose. J'ai bien aimé cette vision du subtil et de l'action. Et puis on finira par une conclusion, le conte La Voix des Sables, tiré du livre Mission Joie, les bases d'une vie heureuse en toute simplicité, qui est sorti chez Tradaniel en septembre. Alors par quoi on commence ? On commence par donner. Donner parce que c'est souvent le moyen pour apprendre quelle est notre place, la générosité. Et on est dans un monde dans lequel j'ai l'impression que des fois on ne sait plus donner. Donner sans retour, donner sans calcul. Voilà. Et je pense que c'est quand même ce qui est fondamental, savoir donner. On est fait pour donner, on est fait pour recevoir. Et donc, bien sûr que si je ne suis plus capable de recevoir, eh bien, j'aurais du mal à donner. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu ou je n'ai pas donné ce que je ne me donne pas. Donc, je n'ai pas besoin de le recevoir d'autres, j'ai besoin de le recevoir de moi. Et ça, des fois, on a du mal à le comprendre. On a besoin de ce qu'on a donné à un autre, on a besoin de le recevoir de cette même personne, comme s'il y avait une sorte d'ascenseur
tout ce qu'on fait a un échange. Ben non, à ce moment-là, si c'est un échange, c'est plus un don. C'est pas gratuit. C'est avec une intention. Ça serait, je dis souvent, je faisais rire mes enfants quand je disais ça. Bien sûr que si je donne quelque chose à mes enfants, je n'attends rien en retour. Et des fois, c'est pas juste. Hein, on dit avec tout ce qu'on a fait pour toi, bah, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'attendais quelque chose. Il fallait le dire. Parce que je fais tout ça, j'attends quelque chose de toi. J'attendrai que tu t'occupes de moi quand je serai vieux. J'attendrai que tu me... je sais pas, ça peut être cette phrase qui justement les fait rire. Quand je leur dis ça, je leur dis, c'est comme si je vous demandais à la fin de ma vie qu'on avait fait le calcul avec leur mère et moi du nombre de bisous, du nombre de câlins, du nombre d'attentions qu'on avait eu et qu'on demandait un remboursement, quoi. Et que voilà, on a fait le calcul, pour toi c'est 15 000, pour d'autres c'est 12 000 bisous, et l'autre c'est 25 000 caresses, je sais pas. Et tout ça, bien sûr que quand on sera à la retraite ou qu'on sera, je sais pas, en maison de repos ou je ne sais où, eh bien on veut les récupérer. Mais non, mes enfants ne sont pas une banque, mes amis ne sont pas une banque de ce que je l'ai offert. Je n'ai rien à récupérer. J'ai donné parce que c'était juste pour moi, parce que ça me faisait même plaisir, parce que ça me faisait du bien. Et que bien sûr que des fois ce n'est pas gratuit, c'est pour moi que je le fais. Pour pouvoir me regarder, pour pouvoir accepter qui je suis, pour pouvoir peut-être me soigner, prendre soin de moi. Ou tout simplement par amour pour l'autre. Et tout ça, je pense que c'est dans le monde dans le monde de l'entreprise, dans le monde des projets, dans le monde des échanges qu'on a entre les humains, eh bien, on n'est pas toujours clair avec quand on donne. Et pour ma part, je pense que c'est important de savoir être généreux. J'ai toujours du mal à être hyper strict sur les horaires parce que j'ai envie de donner plus. Et donc, je le dis. Je dis, voilà, je pense qu'on va dépasser le temps, ou bien je demande si on peut dépasser le temps. Mais voilà, je préfère rester plus longtemps. Je préfère avoir un temps pour... et si c'est pas possible, je le dis. J'aime pouvoir que les échanges ne s'arrêtent pas à une forme de contrat. Bien sûr qu'il y a des moments où on le fait que ce qui est prévu, mais si je peux donner plus, je donne plus. Et ça fait partie je pense, de nous-mêmes, de savoir donner une partie de ce qu'on gagne. Je sais pas, pour moi, c'est normal de donner 10% de mes revenus par an à différentes associations ou à des associations ou des projets que je soutiens. Ça fait partie pour moi de la vie que d'apprendre à partager. Et un dixième ne me paraît pas insupportable. Il faut juste le gérer, le prévoir. Et une fois que c'est fait, c'est possible. Et il y a des années où c'était difficile de donner 10%. J'ai donné que 5%. Mais continuer à donner mon temps, même si c'est la chose la plus précieuse que je puisse avoir, beaucoup plus précieuse que l'argent que j'ai. Et donner de soi. Et je pense que une partie de la difficulté qu'on a en entreprise, c'est que le contrat n'est pas là-dessus. Le contrat, il est sur quelque chose qui est écrit dans un contrat de travail et il n'a jamais été écrit que j'attends le meilleur de vous. Il n'a jamais été écrit que j'attendais que vous me donniez votre sueur, votre moelle épinière, votre essence, mais c'est pourtant ce pourquoi vous restez ou ce pourquoi je vous ai choisi et pas seulement des compétences techniques. C'est l'intention qui est derrière qui est bien plus forte, qui fait qu'on se comprend et on peut travailler ensemble et on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Sinon, comment mesurer la créativité, comment mesurer l'enthousiasme, comment mesurer l'initiative, comment mesurer... voilà. Donc ça se mesure à cette capacité de don et aussi de recevoir. Parce que, une fois de plus, est-ce qu'on est capable de recevoir? Quand on reçoit des compliments, certains sont gênés parce qu'ils ne sont pas habitués à en recevoir ou que ça paraît déplacé, exagéré. Et en fait, non. Non, si vous êtes sincère et que vous dites vraiment les choses, bien, l'autre ne devrait pas se sentir gêné, mais bien sûr qu'il peut. C'est sa manière de
à lui ou à elle de recevoir ou de ne pas recevoir, de se protéger, de peur que ça demande quelque chose en échange. Il n'y a pas de contrepartie si c'est un don. Si vous recevez, c'est comme donner un feedback, c'est pour que quelqu'un grandisse, pour qu'il puisse se nourrir en retour du contenu que vous lui donnez. Voilà, et je pense que prendre le temps d'avoir des bonnes relations entre nous, entre chacun des gens qui puissent vivre sur cette terre, c'est quand même l'essentiel. Je pense qu'il y a plein d'autres combats inutiles et certains sont utiles bien sûr, mais je pense que si on savait donner davantage de son temps, de son écoute, de son énergie, et recevoir aussi, recevoir ses paroles, recevoir ses attentions, recevoir cet amour, eh bien nous serions plus à même de mieux vivre ensemble. Et je pense que ce qui nous fait défaut, c'est le temps, c'est-à-dire d'écouter, de recevoir vraiment, ou de dire que le cadeau que j'ai reçu ne me convient pas et que j'aimerais un autre, même si ça peut paraître impoli. Peut-être de réapprendre à s'écouter pour que la prochaine fois on ait le bon cadeau. Donc tout ça, c'est des choses qui je m'aperçois ne fonctionnent pas bien dans l'entreprise parce qu'on ne prend pas ce temps. Mais pourtant c'est essentiel, et a fortiori aujourd'hui avec l'après-Covid où les gens travaillent pour certains de chez eux, eh bien le temps n'est pas à l'échange. Et avant, dans un couloir, dans un escalier, dans une machine à café, en sortant de la cantine ou du restaurant, enfin de je ne sais quoi, on avait la possibilité de voir ce qui allait pas, de rencontrer les gens et de se dire les choses. Donc pour moi, c'est juste essentiel. Et avec ça, donc c'est aussi les moyens pour qu'on s'aperçoive ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été clos, ce qui est resté et qu'on a du mal à pardonner. Et qu'on a du mal à se libérer des choses qui dysfonctionnent, c'est mon deuxième point. Et je me suis aperçu à quel point, en fait, dans l'entreprise, on ne sait pas faire ça. On n'a pas de lieu, de symbolique, de moyens même techniques pour nous aider à nous dire les choses quand ça dysfonctionne vraiment, quand on a été touché fortement, quand les maladresses, voire même je dirais la petitesse des fois de l'humain, on n'a pas été à la hauteur, où notre ego a fait qu'on a dit des choses qui ont marqué fortement. Et après, on peut en vouloir aux autres. Bien sûr qu'il y a des gens qui le font ouvertement, mais je ne crois pas que la majorité des gens le font intentionnellement. Ils se protègent juste, l'attaque est des fois juste un moyen de défense. Et c'est de ça dont je voudrais que chacun prenne conscience, que chacun, à un moment, est en difficulté et qu'en conséquence, elle peut apprendre à demander de l'aide et surtout à se libérer de ses poids. Et il n'y a pas d'écoute psychologique dans la majorité des entreprises. Je ne dis pas qu'il y en a nulle part, mais il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, on se sent un peu seul et donc on garde ça pour nous et en fait, on le ramène à la maison et c'est pas le meilleur endroit. Voilà. Et puis après, on finit par se plaindre ou par râler ou bien par en vouloir ou avoir des stratagèmes pour se venger. Enfin, tout ça, c'est des moyens pour pas être heureux. C'est des moyens pour s'empêcher d'avancer. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des poids. Hein, la frustration, elle me permet de générer de l'envie derrière, parce que je suis frustré, donc je vais vouloir, ce qu'on m'a dit non petit, je vais essayer de l'avoir plus grand. Par contre, les rancœurs, non, elles dessinent de la noirceur intérieure et elles ne sont pas un moteur en général pour grandir. Elles sont un moteur pour garder de la noirceur en moi et avoir envie de me venger, et souvent contre les plus faibles, si je peux pas me venger contre la personne qui m'a fait du mal. Donc tout ça, c'est de la nocivité en barre, je sais pas comment dire autrement. Et donc je milite pour que chacun de nous prenions conscience de ce dont nous devons libérer. Donc on a créé des carnets d'éveil, on a créé des
protocole de pardon. On a vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de, je sais pas, de ma lignée, peu importe comment vous fonctionnez. Mais il y a tellement d'endroits dans lesquels, en fait, on n'arrive pas à se pardonner. La grande majorité des cas, quand vous pardonnez pas quelqu'un, c'est que vous vous pardonnez pas à vous-même. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous vous en voulez de pas avoir, pas vous être rendu compte que cette personne ne vous convenait pas et qu'il y avait quelque chose de difficile. Et je pense que dans ce que nous a dit Lisa, il y a eu ces difficultés avec évidemment sa famille, avec enfin ses parents en l'occurrence, ou bien avec d'autres personnes dans la vie. Et par moments, on peut avoir de la rancœur, de la colère. Et c'est important pour nous de prendre conscience de ça, pour qu'on puisse se libérer et pas sur les autres. Voilà. Donc les autres sont pas des punching balls pour me libérer de toute ma hargne. Sinon, acheter un punching ball, taper dessus, voilà, mais prenez une raquette de tennis et tapez sur votre canapé, mais pas sur vos enfants, pas sur les gens qui sont autour de vous. Et ça, je pense que voilà, la déception de ne pas avoir ce que nous voudrions, la déception de ne pas être qui nous voudrions être, est souvent source d'aigreur et de rancœur. Et on en veut aux autres alors que c'est à nous juste d'avancer et de continuer. Et là, on manque peut-être de gentillesse dans ce monde, on manque de douceur, on manque de profondeur pour pouvoir relativiser ce qui est en train de nous arriver. Alors le point suivant, c'était qu'est-ce qui nous empêche de rester sur notre chemin de vie? Alors, c'est une phrase que, enfin, dans la discussion qu'on a eue avec Lisa, il est ressorti ces trois énergies. Donc elle parlait de la rage, elle parlait de la colère. Mais en fait, et on avait parlé de la peur précédemment, donc on avait deux du trio, là, du trio infernal, que sont la rage, la terreur et la honte. Ou je pourrais dire la colère, la peur et la honte. Hein. D'accord, ok. Donc dans la même famille que l'humiliation. Et donc ces trois énergies, en fait, ça nous empêche d'être sur notre chemin de vie. Comme on en parlait avec Lisa, être sur son chemin de vie, c'est la joie qui me le dit. À chaque fois que je suis en joie, je suis sur mon chemin de vie. Donc, ce qui est juste pour moi, ce qui est fondamental. D'accord ? L'enthousiasme qui est une des niveaux de joie, hein, sérénité, contentement, enthousiasme, d'accord ? On pourra en mettre plein d'autres, il y en a 17 niveaux. Eh bien, sur les différents niveaux de joie, hein, jusqu'à l'extase, eh bien, il y a notamment l'enthousiasme anthéos, donc en contact avec ma partie divine. Donc, c'est pour dire que cette joie me met en contact avec qui je suis profondément ou qui je souhaite être profondément, ce qui est profondément juste pour moi. Et en repensant à ça, je me disais que définitivement, la majorité des gens que je vois ne savent pas ce qui les empêche d'être là-dedans. Et souvent, les trois choses, le trio infernal, comme je disais, eh bien, c'est juste ça, c'est d'avoir gardé cette colère intérieure qui me domine et qui, au bout d'un moment, fait que j'agis en fonction de cette colère ou ce que je ne veux pas vivre. Peut-être que, justement, j'ai peur d'être dans cette colère et donc... eh bien, je suis une sous-partie de moi parce que j'ai tellement peur de ma propre colère. J'ai tellement vu ça auprès d'hommes qui sont au fond en colère et qui ont tellement peur de leur colère. J'ai été ça d'ailleurs aussi plus jeune. Et puis la peur ou la terreur, hein, qui va jusqu'à la terreur, eh bien toutes ces appréhensions, quand on veut pas nommer que c'est une peur, on me dit « Ah non, mais moi j'ai pas peur ». Ok, d'accord, tu as une appréhension. C'est la même famille, mais c'est plus audible, plus acceptable. En tout cas, ces peurs qui nous conditionnent, nous empêchent d'être sur notre chemin encore. Parce que la peur nous arrête, parce que la peur nous fait nous mentir, nous fait faire du déni. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à voir qu'entre la peur et la colère, déjà, on est complètement sorti de la route. Ou on est sur un parking et ça fait des années qu'on bouge plus et qu'on dit qu'on est sur le chemin. Mais bien sûr, d'accord, ok, mais on est sur le parking de l'autoroute alors qu'il y a une autoroute à côté qui avance. Donc c'est pas tout à fait la même chose que d'être sur le parking ou que d'être vraiment en route. Et puis la honte, c'est ce qui nous empêche d'être nous-mêmes parce que elle nous empêche d'avoir un regard juste, elle nous empêche d'avoir un regard tolérant ou je dirais indulgent par moment, pas complaisant, hein. Il n'y a pas de complaisance à avoir avec soi-même, mais par moment peut-être de l'indulgence. Et la honte, la culpabilité qui va aussi avec, va nous empêcher de trouver notre chemin ou de rester sur notre chemin
On va s'égarer dans les champs de peur d'avoir honte ou de l'avoir honte d'avoir peur. Et c'est affreux ça. Ça nous amène très loin de nous. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces triptyques, hein, mais la honte, c'est une émotion sociale, alors que les deux autres sont juste des émotions qu'on peut vivre seul. La honte, il a fallu qu'il y ait d'autres, le regard, puis ensuite donc l'idée que je me fais. Et elle est souvent confondue, je disais, avec la culpabilité. Pourtant, c'est deux sentiments qui ont des origines bien différentes. On pourrait y passer du temps, mais voilà, je vais m'arrêter là. Mais soyez vigilants dès que vous rencontrez ce trio, s'il est en plus convoqué en même temps, c'est un trio infernal. Donc on a parlé de donner, on a parlé de pardonner ou de se pardonner, on a parlé des trois choses qui m'empêchaient d'être sur mon chemin de vie. Et puis je voudrais poursuivre par les notions de responsabilité. Quelles sont nos grandes responsabilités? C'est quoi vos grandes responsabilités? Qu'est-ce que vous vous sentez vraiment responsable de vivre? Qu'est-ce que vous vous sentez responsable vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre famille? Est-ce que c'est une forme d'honneur intérieur ou est-ce que c'est une charge, un fardeau? Chacun de nous le vit différemment, mais je pense qu'une partie des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas heureux, c'est que nous n'avons pas été au clair avec nos responsabilités. Qu'est-ce qui est vraiment notre responsabilité? Et je m'aperçois que, par exemple, si on prenait les responsabilités que nous a évoquées Lisa, c'était beaucoup sa famille, beaucoup ses enfants, plus précisément, et puis aussi ce qui était fondamental pour elle, c'est-à-dire de créer, de continuer, même si par moments elle dit qu'elle aimerait se reposer ou ne plus rien faire. Je pense pas qu'elle soit vraiment en train de plus rien faire, mais voilà, mais plus en train de diriger un film qui est très exigeant, qui demande énormément de présence, beaucoup de choses tournent autour de vous quand vous faites un film. Et donc, voilà, la solitude du metteur en scène peut être difficile. Et je dirais que les responsabilités sur un film sont aussi essentielles. Et c'est juste fondamental que le metteur en scène ne se voile pas la face et assume ses responsabilités, ses choix. Et donc, nous, à quel moment on est responsable? Et souvent, une des raisons pour lesquelles on n'est pas motivé dans la vie, c'est qu'on n'est pas responsable. Donc quand on se remet dans la responsabilité, c'est un des moyens pour augmenter la capacité à se motiver. La deuxième chose, c'est que souvent, l'associé à la responsabilité, il y a en fait les limites. Est-ce qu'elles sont claires? Quand elles sont pas claires, en fait, quand elles sont diffuses, quand elles sont pointillées, si le cadre est pas clair, en fait, les responsabilités ne le sont pas et elles peuvent être un moyen de mal vivre ses responsabilités, donc d'aller vers une forme de burn-out, parce qu'en fait, je me mets trop de pression sur des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Où s'arrêtent mes responsabilités? Et où commencent-elles? Donc, c'est pas parce que je dois prévenir que je suis responsable de tout. Donc, si je sais pas, je vois un accident, je ne suis pas obligatoirement pompier, médecin et tout le reste. Donc, quelle est ma responsabilité si la personne meurt? J'ai prévenu, j'ai fait ce que je pouvais faire, et après derrière, admettons les secours ne sont pas arrivés à temps. Est-ce que j'avais les compétences? Est-ce que j'avais pas les compétences pour faire du bouche à bouche et un massage cardiaque ou d'avoir ce qu'il faut comme matériel pour le réanimer? Vous voyez, tout ça, c'est où commence votre responsabilité? Elle peut être infinie. Donc on peut mal vivre la vie parce qu'on se culpabilise, une fois de plus encore, pour des choses qui ne le sont pas, qui ne sont pas liées à vous, qui ne sont pas liées à vos responsabilités. Et donc il faut accepter que par moments, la vie nous met face à nos responsabilités et par moments, nous prenons des responsabilités qui ne sont pas les nôtres et qui vont nous mettre en difficulté. Alors, je vous propose juste de clarifier pour vous, c'est quoi vos grandes responsabilités, les principales, celles que vous ne voulez pas déroger, vous voulez être sûr d'assumer vos responsabilités, et quelles sont celles qui sont, je dirais, moins importantes, moins essentielles, et qui, au fond, ne vous permettent pas
ne feront pas la différence pour vous, ne créeront pas de la motivation si vous les prenez, mais créeront au contraire peut-être une démotivation parce qu'elles sont trop lourdes ou parce qu'elles ne sont pas justes. Et ça, c'est l'apprentissage de la vie, en communauté, en groupe, en relation, en entreprise, en projet, à l'école, n'importe où. Et ça, je pense que souvent, on n'est pas au clair avec nos responsabilités, et donc on surcharge notre cerveau, notre corps, de responsabilités qui ne sont pas les nôtres, et à défaut, souvent, nous mettent en défaut de celles que nous devrions vraiment garder. Donc, faire le job, le nôtre, pas celui des autres. Même si des fois, bien sûr que c'est pas facile. Mais c'est parce que je tiens à cette ligne que j'arrive à m'en sortir, ou que c'est plus clair, ou que je peux dormir aussi. Alors je voulais finir par ce sujet que j'ai trouvé superbe de Lisa, qui parlait du subtil et de l'action. Et moi j'aimais bien cette idée d'embrasser le subtil. Embrasser. Mettre les bras autour. C'est ça que ça veut dire au début. C'est comme relier aussi, mettre de la chaleur, permettre de la vie. Et comme dans le yin et le yang, donc, qui n'est pas une pièce, qui n'est pas en 2 dimensions, qui est en 3 dimensions, c'est une boule, hein, le yin yang. Et souvent on voit représenté bien sûr à plat, mais en fait il faut imaginer que l'un est dans l'autre parce que effectivement c'est 2 parties comparables et pas seulement à plat, mais dans une sphère. Et une fois que je prends conscience de l'intrication des deux, eh bien je peux prendre conscience de à quel point je peux mélanger, embrasser, l'un étant le ferment de l'autre. Et la subtilité du monde dans lequel nous vivons demande peut-être de la subtilité d'écoute, de la subtilité de ce qui est visible et non visible. Et on voit bien que dans notre monde qui est basé sur plutôt l'action et le visible, l'invisible ne semble pas essentiel. Mais l'amour, c'est beaucoup d'invisible. Beaucoup de choses qui ne sont pas vues, mais qui sont ressenties par les autres sens, par exemple. Et puis, donc, tout n'est pas visible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ressentir à distance. On peut sentir quand on est encore en contact avec des amis, même loin. Et plus on s'habitue à ce subtil, plus on peut ressentir les énergies que j'appellerais subtiles, plus fines, que les animaux ressentent très facilement. Hein. Je dirais que au quotidien, quand je suis avec les chevaux, ou là bientôt je serai avec les éléphants à nouveau, eh bien je pourrais à nouveau ressentir des choses parce qu'eux le ressentent fortement et ils le partagent. Alors pour finir, je voulais conclure sur le conte La Voix des Sables. Alors La Voix des Sables. Il était une fois une rivière perdue entre les dunes, en plein désert. Elle ne voyait plus de chemin où aller. Sous les dunes, ça n'avançait plus. Elle commençait à désespérer. Elle perdait courage. Et tout d'un coup, lui vint une voix que nous appellerons la Voix des Sables. Cette voix lui dit « Le vent traverse le désert, pourquoi ne l'empruntes-tu pas ?» Elle lui répondit qu'elle ne savait pas le faire, qu'elle ne savait pas voler, elle ne savait pas être le vent. Elle ne savait pas comment faisait le vent, tout simplement. Puis elle entendit à nouveau « Laisse-toi faire et fais confiance. Fais confiance à cette brise, à ce petit souffle, laisse-toi emporter. »« Mais je ne suis pas le vent !» répéta-t-elle. La peur soudain était très présente. Aucun souvenir, aucune capacité, aucun savoir-faire ne lui permettait d'entrevoir la solution. Faire confiance au vent, ça c'était complètement improbable. Elle ne pouvait l'accepter, elle ne pouvait s'y résoudre. Elle répondit qu'elle était terrienne, elle, et non aérienne. Elle ne pouvait envisager de se laisser pousser par des brises ou des tornades. La voix lui dit ceci tout doucement. La vie est faite de métamorphoses, le vent t'emportera. Le vent t'emportera au-delà du désert
Et puis tu le sais, il te laissera retomber en pluie et tu redeviendras rivière. Mais définitivement, la rivière avait trop peur. Mais je ne veux pas, je veux rester une rivière. Je veux être qui je suis là, maintenant, là, sur la terre. Regarde ce que tu es, lui dit la voix à nouveau. En ce moment, plus grand-chose. Dans ces sables, la rivière que tu es n'est qu'un corps passager. Ton être est impérissable. Une fois porté par les vents dans les nuages, il va retrouver la terre, à nouveau courir et ruisseler. La rivière restait silencieuse. Elle n'était pas très à l'aise, mais un vague souvenir commençait à poindre. Et si c'était vrai? À la tombée de la nuit, la rivière se fit brume. Elle se laissa emporter par le vent. Elle se laissa mener de dune en dune jusqu'à un nouveau mont, une nouvelle montagne. Loin, au-dessus d'elle, la voix des sables murmurait encore. Il va pleuvoir. Là-bas, où pousse l'herbe tendre, une nouvelle rivière va naître. Alors, nous savons tout cela, nous savons tout des 1000 visages de la vie, nous qui sommes partout semblables, pourtant, la voix sans cesse parle comme la mémoire du monde. Le conte des sables est donc infini. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur la traversée.